Dans ce pays, son visage s'affiche partout, sur des immeubles entiers. L'incarnation de la révolution, Hugo Chávez, aurait-il trahi un à un tous ses idéaux? Enquête sur un libérateur qui a mis son pays en coupe réglée. Sur le grand mensonge d'Hugo Chávez. C'était un tournage très compliqué, très long. On est parti là-bas plus d'1 mois. On a tourné 35 jours au total, en pleine campagne électorale. C'est un tournage très compliqué parce que c'est ce qu'on a montré dans notre documentaire. En fait, c'est un pays qui est extrêmement fermé à la presse. Il y a des restrictions pour les journalistes pour informer qui sont épouvantables, et a fortiori pour des journalistes européens, parce que le pouvoir, les chavistes, considèrent qu'en fait on est des suppôts impérialistes et des alliés des États-Unis. Leur technique à eux, elle est assez insidieuse parce qu'en fait ils vous disent oui à tout. Oui, bien sûr, vous allez avoir l'interview du ministre. Oui, bien sûr, vous allez tourner dans les bidonvilles. Oui, bien sûr, vous allez tourner avec les militaires, avec les milices. Et ils laissent passer le temps comme ça. Ils vous disent oui, ils vous donnent des rendez-vous, vous venez, le ministre n'est pas là, les milices ne répondent pas, la parade n'a pas lieu. Et ça dure comme ça pendant 10 ou 15 jours. Et en fait, au bout des 10 ou 15 jours, on comprend qu'en fait, ils vous mènent en bateau et que l'interview, ils ne vous la donneront jamais et qu'ils ne vous répondront pas parce que de toutes les façons, comme toute la presse internationale, vous êtes vus comme des opposants. Mais la presse n'a pas été convoquée aujourd'hui, il n'y a pas eu de convocation ni rien de tout ça. Pourquoi? Parce que les journalistes ne viennent que quand ils sont convoqués? Bien sûr. On m'a dit qu'avant, ici, il y avait une salle de presse et qu'ils publiaient des chiffres. Avant, mais c'était il y a des années. Ministère, police, justice, aucune institution ne nous donnera finalement ces chiffres de la violence. La réalité de ce que les gens vivent là-bas, d'ailleurs, c'est la violence, en fait. C'est-à-dire que c'est un pays qui a basculé dans une extrême violence, qui avait un niveau de violence à peu près banal pour l'Amérique latine, c'est-à-dire qui est à peu près à 4000 morts par an, et qui a basculé dans un niveau de violence qui est un des premiers niveaux de violence dans le monde, puisqu'ils ont 20 000 morts par an, c'est-à-dire 2 fois ce que vivent le Mexique ou la Colombie, qui ont pourtant une réputation de pays très très violent, 4 fois ce que vit l'Irak, qui est un pays en pleine guerre. C'est des taux de violence qui sont hallucinants, et c'est un pays qui a basculé là-dedans même pas une dizaine d'années, à cause des armes qui traînent dans la rue, à cause de justement de cette polarisation, de cette tension politique très très forte, de la corruption de la police aussi, ce genre de choses, et puis du fait que le pouvoir de Chávez n'a rien fait pour lutter contre cette violence, parce qu'ils estiment qu'elle n'existe pas. Et c'est cette réalité du terrain qu'on vit en tant que journaliste, parce qu'on doit prendre ses précautions tout le temps, mais surtout que les gens vivent dans leur chair en permanence, qui nous a le plus frappé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des mecs sont entrés pour nous voler. Et à un moment, l'un d'entre eux a couru vers le fond du bus. Il a commencé à frapper un homme. Il lui a crié « Baisse la tête, baisse la tête !» Après, je n'ai plus rien vu. J'ai juste entendu des tirs. Et ça arrive souvent? Tous les jours. C'est notre pain quotidien. Une des principales caractéristiques du pouvoir de Chávez, c'est d'avoir évolué vers un culte de la personnalité très très impressionnant. C'est-à-dire quand il est arrivé, finalement, c'était un socialiste qu'on pourrait comparer à Lula, en fait un social-démocrate qui voulait réformer le Venezuela, mais qui n'était pas aussi radical. Et puis en fait, au fil des années, il a commencé à prendre goût à certains passages à la télévision, notamment à un contrôle des médias très très impressionnant, et puis à sa propre personne, et puis au pouvoir tout simplement. Et donc il y a un culte de la personnalité au Venezuela qui est impressionnant. Il y a ce qu'on appelle les cadenas, qui en fait, quand le président passe à la télévision, toutes les chaînes, privées et publiques, doivent retransmettre son allocution. À la télé, Chávez s'impose désormais pendant des heures dans son émission hebdomadaire. Allô, presidente, bravo. Bravo, bonsoir, nous sommes jeudi soir. Le soutien de la population, on peut vraiment l'expliquer par un seul fait qu'on peut vraiment mettre à l'actif du gouvernement de Chávez. C'est ce qu'il appelle les missions sociales, en fait. C'est le fait que l'argent du pétrole, parce que le Venezuela est un pays très 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 riche, l'argent du pétrole a été utilisé pour la première fois par Chávez, par son gouvernement, pour financer des missions sociales, d'éducation des foules, de soins. Il y a des médecins cubains qui sont financés par le pétrole. Il y a 15 000 médecins cubains au Venezuela qui se chargent de soigner les gens dans les barrios, etc. Des missions d'alphabétisation, des missions même d'alimentation. Il y a des marchés populaires à prix très bas qui ont été mis en place par le pouvoir, etc. Et donc il y a dans les barrios, pour la première fois au Venezuela, une approche en fait sociale des populations qui ont été ignorées pendant des décennies et des décennies par les précédents pouvoirs en place. Donc c'est vraiment une forme de gouvernement social qui pour le coup est indéniable et qui est la première raison en fait de la popularité encore aujourd'hui d'Hugo Chávez. Dans le quartier de Katia, voici une de ses missions. Comme le gouvernement en a créé par milliers dans tous les bidonvilles du pays. Un ensemble flambant neuf. Ici, tout est gratuit. La santé est une des réussites les plus concrètes de ces missions. Dans les cliniques populaires, les habitants venus des quartiers ne payent rien.
Si l'opposition réussit à mettre Chavez sur la défensive comme elle l'a fait jusque-là, c'est déjà un exploit en tant que tel, puisque l'opposition n'existait pas il y a encore quelques années, que Chavez, avec son contrôle des médias, son contrôle de l'État, son contrôle de l'argent du pétrole, avait une mainmise sur les élections qui était impressionnante. Mais là, l'opposition a réussi à prendre un peu pied grâce surtout au cancer de Chavez. En fait. C'est-à-dire que Chavez, avec son cancer dont il ne dit rien, qu'il cache complètement et pour lequel il est parti se faire soigner à Cuba, eh bien, en fait, a été absent de cette campagne électorale, à part quelques interventions télévisées, ce genre de choses. Pour moi, le grand mensonge d'Hugo Chavez, c'est la distance qu'il y a entre sa promesse d'un Venezuela révolutionnaire, d'un Venezuela socialiste, d'un Venezuela par et pour le peuple, et la réalité qui est que le peuple du Venezuela n'est pas sorti de sa misère malgré les réserves pétrolières qui sont absolument gigantesques, puisque le Venezuela a plus de pétrole que l'Arabie saoudite, c'est-à-dire l'argent en fait dont bénéficie ce pays. Le fait que ce peuple-là n'est pas sorti de sa misère, mais qu'en plus, il est en plus confronté à un nouveau problème qui est celui de la violence, qu'on a 20 000 morts par an et qu'on ne peut pas vivre dans un pays où on a peur quand ses enfants vont à l'école et qu'on ne sait pas s'ils vont rentrer parce qu'ils vont se prendre une balle perdue sur le chemin. Donc pour moi, c'est ça le grand mensonge d'Hugo Chavez, c'est la distorsion entre son message d'espoir et de révolution et la réalité qui est que ce pays n'a pas changé.